Salut à toi internaute Passionné de voyage et de liberté. Cet été, pendant ma petite pause estivale, j'ai réparé et amélioré, rajouté 2-3 petits trucs sur mon fourgon aménagé. Je me suis dit que ça pouvait en intéresser quelques-uns ou quelques-unes parmi vous. Je vais aussi en profiter dans cette vidéo pour faire un petit point sur les derniers équipements que je vous ai présentés dans les dernières vidéos. Les matelas, le vidéoprojecteur. Et je vous présenterai aussi mon dernier petit chouchou de l'été, le Randy 3 de chez Président. La première chose que j'ai fait sur mon fourgon aménagé et que j'avais pas fait depuis un sacré bout de temps, c'est enlever les rayures de mes fenêtres polyplastique. Non, c'est pas des polypockets, c'est du polyplastique. Si tu veux remettre à neuf les fenêtres de ton van, de ton fourgon aménagé ou de ton camping-car, j'ai fait il y a très longtemps une vidéo sur ce sujet. Comme d'habitude, le lien vient d'apparaître là ou sinon il est dans le descriptif de cette vidéo. À peine remis à neuf, malheureusement, le premier chemin étroit, la première branche est serrée. Ah, le polyplastique. Il y avait une chose très sérieuse et très urgente à réparer dans mon fourgon, le robinet de la cuisine. Ah, j'adore. Je l'avais déjà évoqué, les produits de camping-car comme le robinet précédent, en plus d'être vendus très cher, c'est de très mauvaise qualité. T'as l'impression au début que c'est tout beau, tout chromé, mais en fait c'est du plastique. Et qui, avec le temps, fissure. Ça fuit. Et en plus, c'est dangereux. En fait, la couche imitation chrome se désagrège avec le temps et devient coupante. C'est entre autres pour cette raison que j'ai mis un colmatage de fortune pour les fuites et surtout pour éviter de me couper et de mourir d'une hémorragie. Alors, nous voilà dans les coulisses de Michel avec, vous pouvez le constater, une isolation parfaite du côté de la cuisine. L'idée, c'est de virer tout ça, là. Du bon raccord de merde de camping-car. Nous, l'idée, c'est de faire un truc un peu plus propre. Quelque chose qui va durer dans le temps. Après avoir essayé pendant une demi-heure de démonter l'ancien robinet, je me suis dit, t'es con, Philippe, pourquoi essayer de le démonter gentiment ? Ah bah voilà. Voici un robinet de cuisine standard. 40 € en promotion. Au lieu de 80 € en moyenne pour une robinetterie spéciale camping-car en plastique. Montage, moins de 10 minutes. Douche comprise. Enfin non, pas douche parce qu'en fait c'est le robinet de la cuisine. Alors oui, il y en a qui vont me dire, il y a un système électronique très sophistiqué qui fait que quand tu ouvres le robinet, la pompe 12 volts se met en route. Et quand tu fermes le robinet, la pompe 12 volts s'arrête. Ah, c'est pour ça que c'est aussi cher. En fait, il n'y a rien de plus simple. J'ai tout simplement débranché le câble contacteur de l'ancien robinet. Pour le brancher à un bouton poussoir. Moins de 10 € chez Leroy Merlin. Alors, c'est bien simple. Quand le pied pousse l'interrupteur, ça coule. Quand il relâche, ça coule plus. Si vous installez le même système, pensez à une chose très importante, il faut toujours fermer le robinet. Pour une simple et bonne raison, c'est que si vous prenez une douche, ça risque de couler là aussi. Ça fait plus de 2 mois que j'utilise ce système-là et ça fonctionne super bien. Et en plus, ça me permet d'économiser de l'eau. On laisse couler l'eau que quand on en a besoin. Et l'eau, il faut l'économiser. Alors oui, j'aurais pu le faire avec une pédale qui fonctionne dans le même principe. Ça risque d'être dans le passage, je risque de me prendre les pieds dedans. Avec ce système d'interrupteur, rien ne dépasse et donc j'ai le couloir de dégager. Donc j'ai pas de risque de me prendre les pieds dedans. J'en ai profité aussi pour poser un coffre-fort. Alors tu vas me dire pourquoi, puisque j'ai déjà une alarme. Généralement, un pillage, c'est très rapide, ça dure pas plus de 5 minutes. Le fait d'avoir un coffre, ça va complexifier la tâche des voleurs. Ils vont me piquer plein de trucs, mais pas l'essentiel pour moi. Mon ordinateur, mes disques durs et d'autres trucs qui ont de la valeur, à mes yeux. Pas forcément de la valeur financière. Alors non, je ne vous montrerai pas l'installation, parce qu'il y a tout un système astucieux qui permet une installation solide, mais aussi un démontage facile
au cas où. Ce coffre, contrairement aux idées reçues, il n'est pas si lourd puisqu'il fait à peine 6 kg. Si ça vous intéresse, toutes les informations sont dans le descriptif de cette vidéo. Un petit point matelas que j'ai changé au printemps dernier. Ça fait 4 mois que je dors paisiblement et confortablement. J'ai rien à dire. Si ce n'est que j'avais fait le choix de garder les mêmes formats d'origine, c'est-à-dire 3 matelas qui sont assemblés les uns contre les autres. Si j'ai fait ce choix, c'était pour accéder sous le lit. J'enlève ce matelas-là et j'accède facilement au coffre. En fait, c'est pratique, surtout l'hiver, quand il fait froid. Ça évite de sortir, d'ouvrir les portes arrière et de refroidir l'ensemble du véhicule. Quand il fait -3, t'aimes pas trop ouvrir les portes arrière. J'aurais dû faire qu'un seul matelas. Parce que ici, là, à la jonction, c'est pas très confortable. Je m'enfonce là. Bon, c'était déjà le cas avec les anciens matelas. Je pense que je vais prendre un surmatelas. Dis donc, casse-toi la figure, toi. Ce sera peut-être plus confortable et pratique. Comme ça, je pourrais toujours enlever les matelas en dessous pour accéder au coffre, blablabla, et tout ça et tout ça. Un petit point vidéoprojecteur. Eh ben, c'est bien simple. Je le kiffe toujours autant. Je peux vous dire que le mec d'image que je suis est aux anges. Et pourquoi je vous le présente dans mon lit? Parce que la plupart du temps, je regarde un petit film le soir avant de me coucher. Même si le vidéoprojecteur est sur batterie, je regarde les films toujours branchés sur le 220. Ça consomme un petit peu d'énergie. Le soir, je l'utilise entre 2 et 3 heures, donc forcément, énergétiquement parlant, ça me coûte un peu. Par heure, entre 6 et 7 ampères. 7, 14, 21 ampères, quoi, qui partent sur la batterie de 100 ampères. Étant donné que je n'avais pas de prise 220 volts du côté de ma chambre, tous les soirs, j'avais comme habitude de tirer une rallonge de 220 pour alimenter le vidéoprojecteur. Et j'en ai vite eu marre. J'en ai profité cet été pour tirer une ligne 220 volts qui part de mon convertisseur pour aller dans un placard de ma chambre. Et ça, on va pas s'en cacher, c'est pratique et c'est plutôt pas mal. Avant l'été, Président Électronique, concepteur et fabricant de matériel de CB de qualité, m'a envoyé ce petit modèle. Enfin, pas tout à fait. Je les ai un peu harcelés pour essayer le Randy 3, ou la Randy 3, je ne sais pas comment on dit. Alors non, ce n'est pas un talkie-walkie comme on peut en trouver chez Decathlon par exemple. Non, c'est une vraie CB. Alors, tu vas me dire, c'est quoi la différence? On va faire une comparaison rapide avec du matériel grand public. Oui, parce que si on commence à rentrer dans les trucs pro, machin et compagnie, on va pas s'en sortir. Je précise bien grand public parce que les puristes, ils vont me sauter dessus. La grande différence, ce sont les fréquences. Le talkie-walkie de chez Decathlon, il fonctionne sur les fréquences 446 MHz. D'où son deuxième nom, PMR 446. La CB, elle fonctionne sur des fréquences qui sont aux alentours du 27 MHz. Vous ne pouvez donc pas communiquer entre un talkie-walkie qui sort de chez Decathlon et une CB. Non, on peut pas. Un talkie-walkie de base a une portée moins importante que la CB. De plus, c'est seulement 16 canaux au lieu de 40 pour la CB. Et en plus, les 8 premiers canaux sur un talkie de base, il peut très vite y avoir du monde. Et donc c'est vite la cacophonie. Un talkie qui sort de chez Decathlon, par exemple, c'est bien pour échanger entre copains, sur des courtes distances. La CB, ça porte plus loin, et ça ouvre à des possibilités beaucoup plus larges. C'est entre autres pour cette raison que je trouve la CB parfaite pour les nomades. T'es sur la route, tu croises un autre nomade avec une grande antenne sur son véhicule, et tu peux échanger, discuter, partager des infos. Et ça sur des longues distances. Alors, je le rappelle, pour que tout le monde puisse se contacter facilement, il faut être sur le même canal. Historiquement, sur la route, c'est le 19 AM, la fréquence des routiers, qui malheureusement ont laissé tomber cette manière de communiquer. Ça fait donc plus de 2 mois que j'utilise la Randy 3 ou le Randy 3 de chez Président. Et franchement, on va pas se mentir, je kiffe de chez kiff. C'est compact, c'est solide, c'est très pratique. Alors, je vous rassure, j'ai toujours ma CB principale, la McKinley, dans mon fourgon. Mais dès que je suis sur la route avec des amis, je leur prête ma CB, ma Randy 3. Et c'est cool parce qu'on peut rester en contact longtemps, loin. C'est cool. Et en règle générale, ils sont quand même assez convaincus du truc. Enfin, moi je dis ça, je dis rien. Au-delà que ça fonctionne très bien, je trouve que l'appareil est bien pensé. Parce que vous pouvez l'utiliser en mode mobile, soit vous pouvez l'utiliser en mode CB classique. Je m'explique. Grâce à ce petit module, en plus de recharger votre Randy 3, si vous avez une antenne sur votre véhicule, vous avez une vraie CB. Alors attention, je ne dis pas que le ou la Randy 3 n'est pas une vraie CB. Non, mais on ne va pas se cacher qu'avec une petite antenne, on va communiquer moins loin. Tandis que si vous avez une vraie antenne, une ML145 sur votre toit, vous allez vous retrouver comme si vous aviez une petite bille par exemple. De chez Président toujours. Et je le rappelle, le combo parfait pour la CB, c'est d'avoir
le bon poste, mais aussi l'antenne, qui elle aussi est très importante. Il y a quelque temps, j'avais évoqué un QSO des nomades. En gros, c'est un rendez-vous CB à une date fixe, à heure fixe, sur une fréquence fixe, pour discuter et apprendre à se connaître entre nomades. Je vous propose de lancer des appels tous les dimanches à 18 h sur le canal 2 FM. Qui sait, il y aura peut-être un autre nomade tout près de vous. Pour l'occasion, j'ai créé une page Facebook, le QSO des nomades. Le lien est dans le descriptif de cette vidéo. Ceux qui pratiquent la discipline et qui vivent dans un espace tout petit vous le diront. Un parapente, ça prend de la place. Beaucoup de place. Surtout quand tu débutes. Cet été, j'en ai profité pour réorganiser l'espace. D'abord, virer le maximum de choses inutiles pour gagner du poids et de la place. Mais comme cela ne suffisait pas, j'ai installé un coffre aluminium à l'arrière de mon fourgon, sur mon porte-vélo. Regardez bien cet homme, il est le spécialiste Parkside. Si vous avez besoin de quoi que ce soit. Qu'est-ce qui te manque dans les outils Parkside? On sait jamais, peut-être que cette vidéo sera vue par Parkside. Le tractopelle, je crois que c'est le dernier truc qui me manque. Il faut le tractopelle Parkside. J'adorerais. Opération numéro 1, on dégage tout. Et on garde que l'essentiel. Alors, et là on l'a mis à l'envers. Y arriver. À l'origine, il y a 2 barres. Ouais. À quoi ça te sert de mettre les deux, Laura? Tu vas emmener 2 vélos un jour? Peut-être que je serai pas seul dans ma vie, toute ma vie. Je serais toi, j'en mettrais qu'un parce que tu vas commencer à avoir du poids après, en plus. Sachant qu'un vélo électrique, c'est au moins entre 26 et 30. Oui. Alors, pour être très clair et précis, le porte-vélo supporte une charge jusqu'à 80 kg. Le coffre en lui-même, 17 kg. Le groupe électrogène, 25 kg. Et à peu près 10 kg d'accessoires divers et variés. Reste à peu près 28 kg pour le vélo, quand j'en aurai un. Et si je peux me permettre un truc, Non, tu te permets pas. tu devrais démonter ta structure, comme ça on peut retourner la caisse et on est sûr d'être bon sur les trous plutôt que de là à galérer par en dessous. Tu sais pourquoi t'es mon ami? Parce que j'ai les bières. Ah, pas que, parce que t'as des bonnes idées aussi des fois. Ah, ouais. « 18,5. 18,5. Tu sais que ça fait 3 fois que tu remesures et que ça n'a pas bougé. Alors ça, c'est mon côté ultra maniaque. C'est que je veux être sûr de chez sûr. Tu l'as fait bouger. 18,5. 18,5. Attends. Attends, on a la bonne. On est dans le bon sens, hein. Et là, c'est le drame. C'est que j'ai une porte comme ça de la cuisine qui a 2 trous de poignée parce que je me suis planté de côté. Voilà, maintenant elle est moins étanche, hein, par contre. Tu vas remesurer? Ouais. 18,5. 18,5. Tu vas finir par m'épuiser plus que mes gosses. Et là, c'est le drame. Chose que je n'ai pas précisée, mais qui malgré tout est très très importante. Je voulais absolument, si l'envie me prenait, de retrouver mon porte-vélo, comme avant. J'ai donc fait le choix de fixer le coffre sans faire aucune modification structurelle. J'ai imaginé un système de support qui tient sur la partie supérieure du coffre. Comme ça, il est maintenu en cas de secousse. Ça évite que ça travaille trop sur la base. Ça fonctionne super bien. Bon, une fois bien pensé, bien préparé, on passe à la fixation. Bon, il y a un truc que j'avais pas prévu. Tu te rappelles l'hiver dernier? Bon ben voilà, ça c'est fait. Une structure, quand elle a été tordue une fois,
Elle est tordue toujours. Le porte-vélo, il avait plus la même efficacité qu'avant. Rien de grave, hein. J'ai roulé quand même 400 km avec, hein. Mais je voyais bien des déformations. Hein. Heureusement, mon partenaire Sawiko France m'a renvoyé une structure toute neuve que j'ai réinstallée. De passage chez mes parents, j'en ai profité pour changer les parties abîmées. Tu vois, heureusement que j'avais pas du tout changé la structure. Comme ça, le changement, il a été rapide et facile. Alors non, le parapente n'est pas dans le coffre. Non, c'est plus un coffre technique. Parce que le parapente, il faut qu'il soit dans un endroit sec, pas trop chaud, ni trop froid. Le coffre, ça va faire 1 mois et demi qu'il est installé. Il remplit très bien sa fonction. C'est exactement ce que je voulais. Mais je l'ai payé quand même 600 € et je trouve que c'est un peu cher pour ce que c'est. Je m'explique. C'est à peu près le double de ce qu'on trouve sur le marché. Je pense qu'il est cher parce que je voulais une ouverture sur une face et pas sur le dessus. Je voulais un accès facile sans être obligé de bouger le vélo à chaque fois. Je sais pas trop pourquoi, mais le prix s'envole pour ce genre de spécificité. Autre point que je trouve négatif, il n'y a qu'un seul système de fermeture. Là où on en trouve 2, sur des produits similaires et moins chers. Lorsque c'est fermé, sur les côtés, ça bouge un peu et c'est un peu bof. Pour le reste, il fait le job. Il est étanche pour le moment. Je dis ça parce que j'ai un petit doute quand même en cas de pluie très forte avec du vent très fort du côté de la porte. J'ai peur que ça passe par les joints là. J'ai un doute là-dessus. Ah, et puis un petit truc tout bête, j'ai été obligé de revoir les chaînes qui étaient réglées très approximativement. J'ai acheté une pince arrivée rien que pour ça. J'ai acheté ce produit sur un site en ligne français, mais je me dis que la finition, c'est pas très made in France. Un grand merci à mon pote Anthony qui m'a aidé et à sa petite famille de m'avoir accueilli plusieurs jours dans leur jardin. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à chatouiller les algorithmes avec un petit like, un petit commentaire. Et si vous voulez soutenir la chaîne, abonnez-vous, c'est très important. Activez la petite cloche et à chaque fois que vous recevez une notification, lancez la vidéo, même si vous n'avez pas le temps de la regarder. Et voilà, c'est comme ça qu'il faut faire avec les algorithmes. Allez, à plus, salut, ciao. Cet été, j'ai acheté ça. Alors, soit tu sors, soit c'est la sentence ultime. Allez, hop. Elle est sortie. Ah, il y en a une autre là. C'est qui le patron ?